Donc, le déroulement de la session, de cette deuxième moitié de session, nous allons débuter avec des présentations des coordinateurs qui ont mené des activités au sein des réseaux collaboratifs. Donc, c'est un travail de longue haleine qui a débuté réellement dès la fin du dernier congrès à Québec. Donc, 3 réseaux collaboratifs ont travaillé sur la thématique, sur l'axe stratégique de requalifier l'habitat, donc tout ce qui touche le logement, mais également les conditions qui permettent de rendre les centres historiques plus adaptés aux besoins des résidents. Donc, on va débuter avec la présentation de Paola Cordero du réseau piloté par la ville de Bruxelles. Ensuite, nous allons enchaîner avec le réseau piloté par la ville de Cuenca. Nous allons terminer avec le réseau piloté par la ville de Morelia, donc Bruxelles, Belgique, bien entendu, Morelia, Mexique et Cuenca, Équateur. Et ensuite, une fois que cela va être fini, donc on va vous indiquer, mais vous allez vous mettre en équipe par langue, puis vous allez voir sur vos tables, vous avez sur la moitié gauche, celle que vous voyez présentement dans les cartons pliés, vous avez une liste de pistes d'action qui sont tirées des travaux des réseaux collaboratifs, donc qui sont en lien avec ce que vous allez avoir entendu. Ces pistes d'action sont au nombre de 8. On vous demandera dans vos équipes de discuter pour en prioriser 2. C'est un exercice qui n'aura pas de conséquences sur la suite. On ne vous demande pas de vous arracher les cheveux ou de vous battre sur lesquelles sont vraiment les plus importantes. Mais pour les fins de la discussion, on vous demande d'en choisir 2 qui vous semblent prioritaires à mettre en œuvre pour des villes habitables. Puis de les justifier. Donc, vous aurez un espace sur le carton plié, vous allez voir, il y a un espace pour expliquer pourquoi c'est important de travailler sur ces 2 pistes d'action en particulier. Puis, il y a un dernier espace, si le temps le permet, pour expliquer quels sont les défis, les contraintes à leur mise en œuvre. Donc, ça va être le déroulement suite aux présentations des coordinateurs. Puis, ensuite donc, vous aurez à peu près 35 minutes pour cette partie-là. Ensuite, je donnerai des directives pour la suite, mais pour l'instant, on débute sans plus tarder avec la présentation de Mme Paola Cordero. Et je vais te donner le micro, Paola. Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de vous présenter les travaux développés par notre réseau collaboratif concernant la thématique prioritaire « Protéger, renforcer la fonction résidentielle dans les centres historiques ». Une série d'objectifs ont été proposés tout au début du réseau. Collecter les expériences d'autres villes du réseau collaboratif sur la mise en œuvre d'actions à l'échelle de l'îlot. Traduire ces questions et enjeux en règlement d'aménagement afin d'adapter des outils réglementaires existants à une échelle hypralocale de la parcelle à l'îlot. Créer des recommandations, directives et méthodologies d'intervention à l'échelle de l'îlot à intégrer dans les plans de gestion des villes du patrimoine mondial. Alors, 13 villes ont participé. Colonia del Sacramento, Cracovie, Dubrovnik, Évora, Candy, Luxembourg, Moralia, Québec, Quito, Regensburg, Strasbourg, Visby et Saint-Antonio. Nous tenons à vous remercier, villes qui ont participé à notre réseau, pour votre participation active au sein du réseau. Votre engagement et votre coopération étaient essentiels pour atteindre nos objectifs communs. On a organisé pendant 2023-2024 4 réunions virtuelles et nous avons organisé un atelier international le 17-18 juin à Bruxelles. Alors, cet atelier s'est développé autour des présentations des villes, des tables de discussion et des visites thématiques. Alors, tout au long des travaux, certaines problématiques ont été discutées. La réhabilitation des logements vacants au Vestut, le rôle des pouvoirs publics, les interventions architecturales et approches urbaines innovantes ou décalées, le développement et l'amélioration des offres d'équipements et des services aux populations dans les zones à réhabiliter. Des constats ont été faits. Le renforcement de la fonction résidentielle dans les centres historiques passe autant, voire plus,
par la réhabilitation des biens existants inoccupés que par la construction de nouveaux logements. On pourrait citer les exemples qui ont été abordés lors de nos ateliers. Alors, Bruxelles a lancé des démarches proactives de sensibilisation et d'accompagnement aux propriétaires pour la création d'espaces mutualisés, par exemple la création de coursives à l'intérieur des îlots pour accéder aux étages. L'exemple de la ville de Saint-Antonio, qui a développé un programme pour stimuler la réhabilitation, réutilisation et encourager le développement économique et la revitalisation des quartiers. Le Luxembourg, en tant que propriétaire, la ville de Luxembourg a proposé des projets de requalification dont l'ancienne moutarderie Meurs-Belle-Mille, en créant une diversité des fonctions, logements pour étudiants, des bureaux et un musée. La maîtrise foncière constitue le principal atout des villes pour contrôler l'offre et le type de logement. Un autre constat. L'exemple présenté par la ville de Strasbourg, l'Hôtel des Postes, a développé une mixité fonctionnelle alliant résidentiel et tertiaire pour offrir un lieu de vie unique aux pleines cours de Strasbourg. Le programme développé inclut 98 appartements, y compris 16 logements sociaux, une résidence-service senior de 84 logements, 400 mètres carrés de bureaux, neufs et réhabilités, ainsi qu'une brasserie. La diversité des expériences partagées tout au long des travaux du réseau montre que les villes peuvent être créatives dans la mise en place de mesures incitatives et coercitives visant à prévenir la vacance des logements privés et encourager leur mise en état. Toutes les villes du patrimoine mondial sont aux prises, à différents degrés, avec des problèmes de spéculation foncière et d'accaparement de logements à des fins de location touristique. La ville de Visby nous a présenté un modèle développé par l'Université de Gothenburg qui propose un changement de paradigme. Du tourisme en tant qu'objectif au tourisme en tant que moyen, pour un développement durable plus coordonné. À Dubrovnik, un des axes de développement de la ville est la revitalisation démographique du centre historique. Elle a commencé à développer ses bâtiments afin de les convertir en logements destinés à des familles nombreuses. Le repeuplement des centres historiques et l'amélioration des équipements et services forment un cercle vertueux, dans la mesure où il faut une masse critique de résidents pour justifier les investissements publics et privés en équipements et services, et inversement, ceux-ci font les quartiers mixtes et complets qui attirent de nouveaux résidents. La ville d'Evora a créé une plateforme pour développer la coopération et la collaboration entre quartiers. 14 quartiers ont été connectés via cette plateforme. Le concept de la ville à 10 minutes a été développé par Bruxelles. Un outil a été mis à disposition de tous. Cet outil d'aide à la connaissance et à la prise de décision territoriale, mais il ne remplace pas le travail de l'expert en urbanisme dans l'analyse de la planification. Et Visby a également identifié dans son centre historique des équipements et services disponibles dans le centre-ville. Des pistes d'action ont été dégagées. L'importance du travail en réseau pour partager entre villes l'éventail de mesures fiscales et réglementaires mises en place pour prévenir la problématique des logements vacants et y remédier. Légiférer avant de rendre plus ardue et moins profitable l'exploitation de logements à des fins de location touristique, les Airbnb, dans les centres historiques. L'exemple de Saint-Antonio qui taxe les transactions Airbnb et impose des quotas par rue, et la ville de Québec qui a triplé la subvention offerte aux propriétaires souhaitant réaliser des travaux de réhabilitation des logements destinés à des résidents permanents. Une autre piste d'action, proposer l'acquisition de bâtiments et terrains par des villes selon les opportunités qui se présentent. Intervenir à l'échelle des îlots pour créer des actions mutualisées au logement et différencier l'accès au commerce
de celui des résidents. Bruxelles a présenté un projet qui est à l'étude pour la reconversion d'un ancien parking situé à l'intérieur d'îlot pour le reconvertir en logement. Une autre piste d'action, favoriser la mixité d'équipements essentiels adaptés aux besoins d'une population diversifiée et changeante dans les centres historiques. L'exemple de Dubrovnik, que Monsieur le maire de Dubrovnik a déjà mentionné, la reconversion d'un palais historique en école primaire dans le centre historique, dans un secteur piéton, sécuritaire et convivial pour le déplacement et le jeu des enfants. L'exemple de Luxembourg, la réhabilitation de la maison Neumünster au centre-ville, rez-de-chaussée commercial et restauration aux étages des chambres meublées. Une autre piste d'action, reconnaître des espaces verts et les espaces publics comme des équipements essentiels et caractériser leurs multiples usages et bienfaits. L'exemple du Québec, avec le réaménagement de la place de l'Hôtel de Ville, inspiré de l'histoire du site et en harmonie avec le caractère patrimonial du Vieux-Québec. Cette place publique reconfigurée et agrandie répond aux besoins événementiels de vitalité commerciale et des déplacements actifs du centre historique de la ville. Des perspectives. Ça marche plus. Ok, perspective. Alors, perspective à développer pour la requalification de l'habitat. Des logements abordables adaptés aux besoins d'une population diversifiée. Quel intérêt pour les villes de cibler les centres historiques pour y offrir du logement abordable? Pourquoi pas ailleurs, où le foncier est plus abondant et plus abordable? Deuxième, l'impact financier et politique des mesures fiscales. A-t-il des contextes locaux qui se prêtent mieux aux mesures incitatives et d'autres aux mesures coercitives? Où est l'équilibre? Avoir une vision globale et un plan stratégique. Comment avoir la souplesse, les indicateurs et la réactivité nécessaires pour les adapter face à l'évolution et au constat changeant des villes? La solution pourrait être le recours au plan de sauvegarde et de mise en valeur, comme l'exemple de la ville de Strasbourg. Les enjeux qui devaient être pris en considération, d'un côté, la préservation et la mise en valeur du patrimoine, qu'il soit bâti, urbain et végétal, et l'autre, l'évolution de la ville en permettant l'adaptation de l'habitat aux enjeux sociaux et environnementaux de demain. L'importance de travailler ensemble et d'assurer la transversalité entre services de la ville. Quel service doit être mobilisé sur les enjeux du logement dans les centres historiques? Qui peut agir comme point focal pour l'ensemble des ressources impliquées? En conclusion, nous sommes convaincus que la complémentarité et la simultanéité des actions aux bonnes échelles d'intervention pourraient déclencher des dynamiques urbaines transformatrices. Nous sommes ravis d'avoir participé au développement de la feuille de route du Québec pour l'élaboration de ce nouveau projet urbain et nous espérons continuer à travailler ensemble avec les villes de notre réseau et encore des autres villes. Merci encore pour votre précieuse collaboration et merci pour votre attention. J'invite maintenant M. Ivan Avril, conseiller municipal de la ville de Cuenca en Équateur, pour présenter les résultats et des réflexions du réseau collaboratif de Cuenca sur la thématique des interventions irrégulières qui diminuent la valeur patrimoniale. Buenos días, un saludo cordial con todos los presentes, un saludo cordial con todas las autoridades de la Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con las autoridades de Córdoba. Muchas gracias por la bienvenida en esta hermosa ciudad. El desarrollo sostenible de la ciudad plantea un equilibrio entre los escenarios actuales, territoriales, sociales, medioambientales y culturales de la ciudad.
Si bien a través de una de las herramientas de gestión en construcción se plantea la conservación del patrimonio cultural y natural, acompañado de la mejora de la calidad de vida de los habitantes y la habitabilidad y la redensificación del centro histórico, el reto se presenta en el equilibrio de los tres ejes para la gestión sostenible del territorio. En el caso en particular de las intervenciones irregulares que disminuyen los valores patrimoniales y considerando que a nivel administrativo, en el caso de Cuenca, existe el 95% de eficiencia en la resolución de procesos en donde se han seguido todos los procesos administrativos y penales correspondientes, nos encontramos frente al reto de identificar cómo se garantiza en mayor medida la conservación del patrimonio cultural. A través de la participación de la red colaborativa con enfoque en una temática en particular, se busca generar espacios de intercambio de perspectivas, de experiencias, retos y estrategias aplicadas en las diversas ciudades participantes. Esto maximiza el entendimiento y análisis a mayor profundidad de los alcances de las diversas experiencias e identificar la viabilidad de su aplicación en nuestro contexto a través de líneas de acción específicas. Estas líneas de acción se reflejan en normativas de intervención, incentivos, procesos participativos, etc., en la búsqueda de nuevas formas de apropiación y corresponsabilidad para con la gestión del patrimonio cultural, enfocadas en la gestión sostenible del territorio y la conservación del patrimonio a través de la política pública que lo fortalezca. Ciudades participantes y actividades. Entre las ciudades que se han sumado a esta red colaborativa se encuentran Morelia, México, Marrakech, Marruecos, Tarragona, España, Túnez, las cuales han compartido sus experiencias, sus retos, sus estrategias y sus resultados, al igual que la ciudad de Cuenca, a través de 2 webinars realizados el 19 de julio y el 12 de agosto del presente año. Las constataciones de la red colaborativa hasta el momento. A través de estos espacios de encuentro y de las experiencias compartidas se identifica que la conservación del patrimonio cultural edificado a través de intervenciones adecuadas exige una gestión integral del patrimonio en sus diversas aristas, y ante todo un marco reglamentario preciso y completo. Es así que a través de diversas líneas de acción que corresponden a retos específicos en los diversos contextos identificados en nuestros espacios, se definen potenciales estrategias que contribuyen no solo a la temática prioritaria, sino a la gestión integral del patrimonio cultural a través de un panorama amplio de intervención. La primera línea de acción relacionada a normas urbanísticas específicas. La primera línea de acción se enfoca en establecer normas urbanísticas específicas para el territorio y sus características particulares, alturas, materiales, coeficiente de ocupación, de suelo, entre otros, y socializar periódicamente su adecuada aplicación. Esta estrategia implementada en varias ciudades en el marco de una visión integral del centro histórico que establece lineamientos específicos, permite establecer los parámetros para su adaptación a dinámicas actuales. El reto recae en identificar el balance y encuentro para su integración, así como la actualización y socialización constante de la normativa para que se integre a la realidad del territorio y sus necesidades en constante cambio. La segunda línea de acción relacionada se centra en la creación de un órgano consultivo multisectorial con el mandato de evaluar y analizar los proyectos que afectan a espacios públicos o edificios con valor patrimonial emergente. Esta estrategia, de igual manera, implementada en algunas ciudades, permite gestionar procesos con enfoques multidisciplinarios, alineados a una visión integral de dichos espacios. El reto recae en la escala del territorio a gestionar, así como de los procesos que se generan para garantizar una atención eficiente y adecuada de los mismos. La tercera línea de acción es la implementación de estrategias y normativas que faciliten a los entes competentes la posibilidad de intervenir de manera emergente en los edificios amenazados, en coordinación y trabajo conjunto con los propietarios. Esta estrategia está muy vinculada a los roles de las autoridades públicas y la cooperación entre actores para esta gestión conjunta del patrimonio cultural, en donde exista una participación acorde a las necesidades del territorio. El reto recae en una participación activa de todos los actores involucrados en consideración de los diversos intereses y consensos necesarios para la conservación del patrimonio cultural. La cuarta línea de acción se relaciona con fortalecer y mantener los proyectos de restauración en aquellas edificaciones de propiedad pública vinculadas a las necesidades del lugar en el cual se emplazan y de la ciudad, como una muestra ejemplar de la adecuada aplicación de las normativas vigentes. La intervención en edificaciones de carácter público representa una gran oportunidad para, en cumplimiento con la normatividad vigente, promover procesos de gestión integral y sostenible del patrimonio cultural. El reto recae en gestionar dichos espacios de acorde a las necesidades del territorio y su población, para así generar nuevos procesos de apropiación y conservación del patrimonio cultural.
La quinta línea de acción se enfoca en fortalecer y mantener proyectos de educación y difusión vinculados con la academia, escuelas, colegios y universidades, con especial atención a la integración de la arquitectura local en los planes de estudio. La vinculación de la academia resulta imperativa en la gestión integral y sostenible del patrimonio, ya que implica la formación en conocimiento, la investigación, la innovación y la vinculación de las diversas dinámicas de las ciudades y sus valores. Es necesario contribuir en la formación de los profesionales del futuro, quienes serán responsables de intervenciones vinculadas al entorno en el cual se emplazan. Reflexiones y debate acerca de la temática prioritaria. En este punto y después de varias reflexiones relacionadas a las experiencias de las ciudades miembros, resulta importante y necesario entrar en el debate e identificar si efectivamente el cabal cumplimiento de las normas y reglamentos, en este caso por intervenciones irregulares, garantizan la conservación del patrimonio cultural, o si por el contrario, es necesaria una gestión integral que a través de diversas estrategias promuevan, entre otras, la apropiación de la ciudadanía en materia de la conservación del patrimonio cultural. La búsqueda de establecer el enfoque de las estrategias a implementar se basa en obtener e implementar objetivos claros y consecuentes con lo que se busca obtener. Las perspectivas relacionadas al entendimiento de la temática prioritaria. Uno de ellos se relaciona con alcanzar una gestión adecuada y eficiente del territorio, para lo cual es necesario contar con un entendimiento amplio del contexto en el cual se dan, en este caso, aquellas intervenciones irregulares, a través de identificar las motivaciones de la población, ya sea el desconocimiento de los valores patrimoniales, el desconocimiento de la normativa vigente o la insuficiencia de estrategias integrales que promuevan la conservación del patrimonio cultural. Se podrá definir estrategias a diversas escalas encaminadas a un mismo fin, en donde escenarios como las redes colaborativas nos permitirán evaluar el alcance e impacto obtenido para una mejor toma de decisiones en la planificación de las ciudades. Conclusiones de la red colaborativa. Esta red colaborativa ha permitido identificar una temática prioritaria que, si bien se enfoca en un aspecto específico, permite abordar aspectos que van más allá. Permite entender múltiples conexiones, realidades, efectos y consecuencias a través de la exitosa colaboración entre las ciudades miembro y sus experiencias y la posibilidad de adaptarlas a otros contextos. Permite el intercambio de saberes y experiencias, pero sobre todo el cuestionamiento de temas centrales y de gran relevancia en la actualidad, como es la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible del territorio en consideración de las necesidades actuales de la población. Muchas gracias. Merci beaucoup, M. Abril. Avant de poursuivre, j'aimerais juste rassurer tout le monde, puis également les coordinateurs, les problèmes de mise en page sont notre responsabilité. Donc, il y a eu un petit problème de conversion de format, donc je peux vous assurer que ce n'est pas du tout la responsabilité des présentateurs. Donc, j'invite maintenant M. Gaspard Hernandez. Est-ce que je me... Gaspard Hernandez, coordinateur du Centre historique de Morelia, pour présenter les résultats du réseau collaboratif de Morelia qui porte sur les édifices en état d'abandon dans les centres historiques. Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos. En verdad es un gusto estar aquí, y de parte del alcalde de la ciudad de Morelia, México, me ha encomendado traerles un cordial y afectuoso saludo a los presentes, pero también a sus ciudades hermanas de todo el mundo. Y bueno, pues aquí quiero presentarles a nuestra ciudad, la ciudad de Morelia. Son dos fotos de mi autoría, y no quiero decir que yo sea un buen fotógrafo, sino que realmente la belleza arquitectónica ayuda muchísimo, ¿no? Aquí tenemos una parte lateral poniente de la Catedral de Morelia, y esta es la espalda de la Catedral de Morelia. Así es que es una ciudad patrimonio mundial que se fundó en 1541, que está a punto de cumplir 33 años como ciudad patrimonio mundial. Tiene un polígono de 3.43 kilómetros cuadrados, que es lo que representa nuestro centro histórico, y que está conformado por 7.758 inmuebles, de los cuales 1.113 fueron catalogados por la UNESCO. Así es que esa belleza arquitectónica y esos inmuebles nos han hecho ser ciudad patrimonio mundial de manera muy orgullosa. Y bueno, entrando de lleno a lo que es la temática prioritaria, de la cual también nos sentimos muy orgullosos, y es un honor ser parte de las ciudades piloto, de las 12 ciudades piloto adheridas a esta organización de ciudades patrimonio mundial, y en la cual estuvimos trabajando de manera muy constante, con un esfuerzo muy grande
todas las redes colaborativas que se unieron. Y bueno, en este caso la temática prioritaria, digo regresándome a la anterior, pero la temática son inmuebles protegidos en estado de deterioro y en estado de abandono, que estoy seguro que es una problemática de la cual los centros históricos que se encuentran aquí presentes la adolecemos en mayor o menor medida. Pero bueno, la red colaborativa la estuvimos trabajando a través de una lluvia de ideas para lograr soluciones a problemas similares o qué soluciones han encontrado cada una de las ciudades para poderlas aplicar y replicar en las demás ciudades de todo el mundo. En este caso, esta es la problemática de nuestra ciudad. No quiero decir que sea todo así, ¿verdad? Si estoy comentando que son 7,758 inmuebles, únicamente, y se oye, digo, lamentablemente son 180, pero son el 2,5% de todo nuestro centro histórico. Pero vean la belleza arquitectónica que tienen, es una arquitectura barroca, la que se encuentra principalmente en nuestra ciudad, pero vean este inmueble tan bonito, ¿no? Y es un ejemplo de los 180 que tenemos en estado de deterioro o en estado de abandono. Y al interior ya totalmente derrumbados, destruidos todos los techos, en este caso los muros, y poco a poco se va desprendiendo algunos elementos, cornisas, algunos vanos, puertas, ventanas están cayendo poco a poco, y esto para nosotros representa un problema muy complejo de resolver. Por eso era muy importante posicionar esta problemática para que todas las ciudades podamos ver qué podemos hacer para poder detener en mayor medida este problema. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, buscar este tipo de inmuebles, este tipo de restauración, este tipo de rescates. Hay inmuebles que de la nada fueron construidos, por ejemplo, estos son casas habitaciones. Estas son restauraciones de inmuebles que estaban en total abandono, pero ya ahora están totalmente restablecidos. Pero esto es lo que buscamos, no buscamos Airbnb, no buscamos hoteles, no buscamos habitabilidad. Queremos que las personas vivan en nuestro centro histórico. Lamentablemente, muchas de las familias que han tenido de generación en generación y han trasladado y heredado estos inmuebles, lamentablemente a veces quedan intestados. Significa que no dejan un documento para poderlos heredar y esto genera este tipo de abandono, pero también algunos de ellos con la suerte de poder ser restaurados. Hay algunos ejemplos de casa-habitación, que es lo que nosotros estamos buscando para que realmente regrese el hábitat. Nada más para que se den una idea. Les voy a dar un dato muy importante. A inicios del 2000, el Centro Histórico de Morelia tenía 80,000 habitantes. Ahora estamos nada más con casi 20,000. O sea, se cayó la cuarta parte, o sea, nada más sobrevive la cuarta parte viviendo ahí en el Centro Histórico de Morelia. Y bueno, nuestros miembros y actividades que estuvimos trabajando en estos 2 años se une a esta red colaborativa la ciudad de Colonia Sacramento, Uruguay, y ellos hablaban mucho del tema de fiscalización. De hecho, de manera más puntual, aquí voy a darle vuelta, pero bueno, ellos lo que hacen es una notificación formal a los propietarios y en este caso a los infractores que dejan derrumbar, por decirlo así, en los inmuebles. Y la consideración más drástica que han llegado a hacer pues es la expropiación, que es algo que todas y todos conocemos, que es un actuar que tenemos nosotros emergente. También hablaba la ciudad de Puebla, hablaba de programas para remodelaciones, o sea, son programas de apoyo, de incentivos para motivar a la ciudadanía a que podamos restablecer estos inmuebles, y son programas para remodelaciones, restituir aplanados, aplicación de pintura en fachada aplanada y también para mejora de la imagen urbana de cada lugar. Y de hecho este es un ejemplo de algunos que han rescatado en Puebla, Puebla, México, y que tiene ahí la restitución de fachadas y algunos elementos que se han logrado y que son los ejemplos que se buscan. También ciudades participantes como Quebec, en donde la recuperación de los edificios, en este caso, lo generan a través de el impago de impuestos, que tiene que ver con multas por mal mantenimiento. También han aumentado el predial para las viviendas que no están siendo ocupadas o que están siendo abandonadas.
Querétaro también nos presenta un programa de planificación para el rescate de inmuebles abandonados dentro de la zona de monumentos históricos y que aboga por la reutilización de los edificios abandonados. La verdad es un programa muy interesante que está llevando a cabo la ciudad de Querétaro y que son adquiridos o también en gran medida pueden ser expropiados por el Estado, que es el gobierno estatal de esta ciudad de Querétaro, para usos que correspondan a necesidades exclusivamente de la comunidad y de la habitabilidad. Y bueno, algún otro miembro, por aquí tenemos, se unió también a nuestra red colaborativa la ciudad de Tarragona. La ciudad de Tarragona también nos hablaba mucho acerca de medidas de multas, sanciones, expedientes de venta forzosa conforme a las leyes de España, la expropiación, las leyes de urbanismo totalmente implementadas al rescate de inmuebles del patrimonio histórico, la expropiación pública, las consecuencias económicas para los inmuebles que tienen deterioro y que no son cuidados correctamente por la ciudadanía. Y bueno, aquí tenemos algunas de las reuniones que estuvimos llevando a cabo. Ahí están las ciudades de Querétaro, de Puebla, de Tarragona, España, de Colonia Sacramento, de Quebec, y los cuales estuvimos trabajando y analizando de manera muy puntual cada una de las problemáticas. Y bueno, realmente ya pasando al tema de lo que son las constataciones, pues terminamos definiendo lo siguiente, que para evitar el abandono y el deterioro de los edificios de un centro histórico, por supuesto que se requiere de una actuación dirigida a los factores económicos que conducen a la desocupación. También las medidas coercitivas que deben dirigirse a los propietarios para que en este caso que se benefician del abandono de los edificios, y tiene que ver con algunas especulaciones inmobiliarias. También los incentivos que deben estar condicionados al mantenimiento de la función residencial del edificio y que deben de estar respaldados por una visión y por programas que den prioridad a la vivienda. Las ciudades deben dotarse de medios para intervenir en propiedades privadas, en este caso antes de su abandono, que suponga un riesgo por supuesto, como se desprenden elementos en las fachadas que pueden tener un riesgo o representar la inseguridad al público y a sus ocupantes. Y bueno, parte de lo que hemos estado viviendo, bueno, les quiero comentar, es una iglesia muy importante en la ciudad de Morelia que tiene también ese estilo de arquitectura barroca, pero con esta imagen lo que quiero decir es que en Morelia y en todas las ciudades pues debemos de estar profundamente orgullosos de nuestro patrimonio cultural, de nuestro legado histórico, y que como esa belleza que hay algunos de los inmuebles pues podamos lograr trabajar juntos para poder rescatar del abandono y del deterioro a más de un inmueble, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente esto es lo que les quería compartir. Este es el trabajo de la Red Colaborativa de Morelia y agradezco mucho su atención. Que tengan buena tarde. Gracias. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Merci beaucoup, Paola, Ivan et Gaspard, pour ces présentations. Donc, je pense que ça reflète bien l'ampleur du travail, malgré les distances. Puis, c'est quelque chose qui n'aurait pas été nécessairement possible avant, des villes de différents continents qui travaillent ensemble, qui l'ont fait à travers beaucoup de webinaires, en partageant les exemples d'actions inspirantes qui sont chacune des villes mettant de l'avant, mais également les défis auxquels elles sont confrontées. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à former des groupes de travail. Donc, comme je vous expliquais au début, il faut que je change de diapo. Donc, comme je vous expliquais au début, vous avez répartis sur les tables des affiches pour discuter autour de pistes d'action. Donc, vous avez 8 pistes d'action, je me répète, là, mais 8 pistes d'action qui émergent du travail des réseaux collaboratifs. On vous invite d'en choisir 2 qui vous semblent particulièrement importantes, qui vous semblent prioritaires. Une fois que c'est fait, que vous avez indiqué dans les 2 carrés jaunes, vous allez voir sur le carton 2 carrés jaunes, vous avez indiqué le numéro des pistes. On vous invite c'est peut-être la partie la plus intéressante pour nous, c'est de motiver, de justifier vos choix. Donc, qu'est-ce qui vous semble particulièrement important dans cette piste-là en lien avec l'habitabilité? En quoi ça renforce l'habitabilité, puis en quoi la perspective de l'habitabilité peut s'inspirer
peut influencer la façon comment on met de l'avant la piste d'action proposée. Puis si vous avez le temps, on va avoir un peu moins de temps que prévu en raison du léger retard qu'on a pris. Mais si vous avez le temps, vous pouvez également parler des obstacles et des défis à la mise en œuvre de ces 2 pistes d'action. Donc, juste pour que ce soit clair, là, tout le carré 3, le carré 4 sont en lien avec les 2 pistes d'action que vous aurez sélectionnées. Nous et l'équipe, nous allons ramasser après, nous allons ramasser les affiches, nous allons systématiser tous les résultats. Puis, en fonction mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en fonction de ce qu'ils auront entendu, nous avons 2 personnes qui seront invitées à prendre la parole. Madame Phyllis Viagran, conseillère de San Antonio, de même qu'Antoine Brugroll, Monsieur Antoine Brugroll du CIVI, pour réagir à ce qu'ils auront entendu dans l'étape de travail. Donc, ce sera suite aux discussions de travail. Donc, je n'en dis pas plus. Je vais vous laisser prendre je vais vous laisser prendre les devants avec vos voisins, vous mettre en table. Je me demandais, est-ce qu'il y a une table portugais? Is there a Portuguese table? OK, parfait. Donc, il n'y a pas de traduction, à ma connaissance, il n'y a pas de traduction portugaise dans les ateliers, mais il n'y a pas de problème. Ah, comme ça peut être portugnol aussi, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, ouais, si vous comprenez, c'est ça qui nous intéresse. Après ça, s'il y a une personne qui peut prendre les notes par groupe, j'ai oublié de mentionner. Donc, assurez-vous qu'il y a une personne qui prend les notes pour rendre plus fluide la discussion. Dès que les notes, je pense que même si c'est en portugais, il y a les notes, il n'y aurait pas de problème. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Puis, en parallèle, quand vous aurez sélectionné les 2 pistes d'action, pendant que vous continuez à discuter, j'invite une personne de votre groupe à utiliser l'application qui a été partagée, la même qui a été partagée par En mode solution. Puis, vous verrez, en sélectionnant la session 2, vous aurez le choix de cocher les 2 pistes d'action. Ce ne sont pas nécessairement les 2 pistes d'action que vous auriez. On vous a invité, là, si vous vous souvenez, hier, à sélectionner de façon individuelle des pistes d'action en fonction de la réalité de votre ville. Cette fois-ci, c'est en groupe. Donc, ça se peut que ce soit des pistes d'action différentes. On vous invite à envoyer celle que votre groupe aura choisie à travers l'application. Donc, comme je disais, identifiez une personne pour la prise de notes, remplissez la fiche de travail et on se revoit dans 30 minutes. Donc, vous avez ici là, pour l'envoi des 2 pistes d'action. Quand vous serez prêt, vous avez le code QR. Juste avant de vous passer la parole, j'aimerais vous donner un peu les résultats des pistes d'action que vous avez prises dans vos tables. En fait, c'est super facile pour moi de partager parce que vous avez eu un consensus entre les tables. Il y a vraiment 2 pistes d'action qui sont ressorties. Donc, 3 tables sur 4 ont choisi parmi leurs pistes d'action la numéro 4, qui est « Rendre plus difficile et moins rentable la conversion de bâtiments en hébergement touristique dans le centre historique ». Puis 3 tables sur 4 ont également choisi la 8, qui est « Adapter l'offre d'équipements, de services et de logements aux besoins de la population ». Donc, on voit la question des Airbnb, logements touristiques, et la question de la provision de la ville de proximité, provision de services, équipements, ça vous semble crucial pour la ville habitable. Puis il y a également la 1 qui a obtenu 2 votes, donc 2 tables, la moitié des tables ont également choisi la 1, qui est... donc vraiment, il semble y avoir un consensus entre 3 pistes d'action. Vous avez choisi la 3? La 1. Parfait. La 1, c'était accompagner, conseiller et inciter les propriétaires à réhabiliter leurs biens. Donc, également une approche d'accompagnement des propriétaires. Puis, à l'inverse, on me dit que l'interprète anglais doit parler un peu plus fort ou le son doit être plus fort. Je ne sais pas si c'est à la technique. C'est bon. Donc, je vais parler. Bon point. Moi, je vais parler moins près du micro. Puis, à l'inverse, le 1, l'accompagnement qui est très important. Il y a une équipe également qui s'est
se sont tous entendus pour dire que le 3 n'était pas une bonne option. Le 3 qui était... Donc, on me dit peut-être que c'est une question culturelle, effectivement, d'obliger les propriétaires à céder leurs biens s'ils ne veulent pas effectuer les travaux requis. Donc, certains pensent que c'est une mauvaise voie. Je vous invite maintenant, on va avoir à peu près 5 minutes de prise de parole des différentes tables. Peut-être juste partager déjà une réaction, si vous voulez, à ce résultat. Partager certaines réflexions qui ont ressorti dans vos groupes. Donc, à main levée, est-ce qu'il y a une table qui aimerait prendre la parole? Merci, Simon. D'entrée de jeu, je veux quand même dire, avant de revenir sur nos discussions, que si on avait souhaité avoir une preuve supplémentaire que ce qu'on vit dans nos villes est similaire, peu importe sur quel continent nous sommes, ce qui ressort en termes d'actions à prioriser de cet atelier-ci démontre une fois de plus qu'on vit les mêmes problématiques, hein, peu importe où on est à travers le monde. Donc, voilà. Nous, bon, comme la plupart d'entre vous, avons choisi les actions 4 et 8 à prioriser. Parce que, et c'est, bon, ça a été dit, je pense, par l'expert qu'on avait hier, là, qui est de Marseille. Habiter, c'est avoir accès au logement et aux services publics et de proximité. Donc, je pense que ça résume bien, en fait, les choix 4 et 8, finalement, parce que on le sait que l'hébergement touristique influe la rareté ou pas, ou en tout cas la disponibilité des logements. Donc, on avait beaucoup ces discussions-là. On a eu beaucoup de discussions aussi là, sur toute la question de la fiscalité et la réglementation, là, notamment au niveau du zonage des villes, les usages. Hein, et là, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes réalités d'une ville à l'autre, mais quels sont les moyens coercitifs, les moyens au niveau de la réglementation des usages que les villes peuvent mettre en place pour venir limiter, contrôler, interdire, notamment la question d'hébergement touristique. On a aussi parlé des moyens un peu plus positifs de venir encourager, dans le fond, les propriétaires à faire des travaux sur ces bâtiments-là de manière à les rendre disponibles pour du logement à long terme et non pour du logement à court terme. Mais au final, ce qu'on s'est dit, c'est que peu importe le moyen qu'on utilise, réglementation, usage, zonage, fiscalité, le défi qu'on a comme municipalité, c'est de bien communiquer et de bien faire connaître. Et Paola disait, en faisant référence au maire de Split ce matin, qui disait hein, « Je n'ai pas augmenté la tarification du stationnement, j'ai baissé la tarification du transport en commun. » Bien, je pense que ce que ça nous illustre, c'est qu'il faut mettre de l'avant dans nos actions de communication le positif et non le coercitif. Donc, pas où nous avons, par exemple, interdit l'hébergement touristique, mais où c'est permis de le faire sur notre territoire de la ville. Donc, je ne sais pas si mes collègues, vous trouvez que je résume bien ou si vous voulez ajouter quelque chose. Voilà. Est-ce qu'un autre groupe veut partager les réflexions? Otro grupo que quiera compartir sus reflexiones? ¿Alguien quiere compartir un minuto o dos? Nosotros lo que hemos estado viendo, hemos estado debatiendo y hemos tenido que aunar todo lo que estábamos diciendo en los títulos estos. Nosotros nos hemos ido al 1 y al 4. El 4 creo que va a ser unánime, el tema de hacer que la vivienda no se pierda, con lo cual la amenaza mayor es la turística y hemos optado por esa. Y la de apoyar, asesorar e incentivar a los propietarios. Y hemos corregido, hemos corregido en esa línea que se hablaba de asesorar, apoyar e incentivar a los propietarios para que ellos renovaran sus viviendas. Y hemos corregido la palabra propietarios por residentes, porque puede haber propietarios que esas viviendas, después de recibir los incentivos,
los dedicaran a otra cosa. Entonces hemos visto muy necesario que se tratara a los residentes, ¿vale? Puede ser en casos que sean propietarios y en otros casos que no lo fueran, pero que estuviera vinculada lo que era la ayuda y el incentivo a mantener. Esas son las dos causas fundamentales de esto. Y sobre todo, que lo comentaba Cristina también, que muchas de las personas que están viviendo en el casco no saben a quién acudir, ni cómo hacerlo, porque desconocen normativas, desconocen qué procedimientos son los que puede haber, subvenciones que hablábamos que rápidamente se agotaban. Entonces, necesitaríamos tener un departamento o unos técnicos donde esas personas pudieran acudir, o una oficina técnica donde pudieran acudir esas personas y estuvieran cercanas a ellas. Una manera de mantener la población. No sé si alguno de mis compañeros quiere apuntar. El Consejo de Europa, en los años que estuvo trabajando, que ha estado trabajando y que ha sido el ejemplo de muchas ciudades, tenía precisamente en los programas del año 95, que dio unas ayudas europeas enormes, tenía el concepto de asistencia técnica claro y la sigue manteniendo. Y, por ejemplo, una de las características es que, dado que estamos en ciudades de patrimonio, hasta las propias empresas tienen que estar preparadas para abordar un tipo de restauración que no sea una agresiva. Entonces, por ejemplo, en Santiago de Compostela, aparte de ayudar a hacer los proyectos y que había arquitectos en las oficinas de asistencia técnica que les ayudaban a las personas a los proyectos, llegaron a formar empresas y hacer concursos y hubo, por ejemplo, en Santiago 24 empresas, pequeñas empresas que sabían de qué iba y los propietarios elegían hasta los materiales, con lo cual una persona mayor, por ejemplo, o que no tenía idea, restaurar su casa era facilísimo, pues lo daban todo hecho. Y además yo creo que hoy en día que hay un problema de recesión de las políticas públicas y que no hay dinero, los ayuntamientos muchas veces no tienen técnicos capaces de hacerlo. Entonces hay que formar gente que ayude a la gente, incluso a los propios ayuntamientos. Sí, si quieren también pueden hablar ahora, nos recuerdan que pueden también pulsar, está funcional si quiere tomar la palabra. Tenemos tiempo para quizá una intervención más, grupo portugués. Y también me equivoqué al inicio, solo avisar que el portugués sí es traducido en este ambiente, entonces puede hablar en portugués, no hay ningún problema. A tradução, Perfecto. sim. Então eu vou Sí, falar traducción. português e não Sí. portunhol. Ok, buenas. Eu sou Elizabeth Cardoso, de Cabo Verde. O nosso grupo tem diferentes países, diferentes cidades. Temos Angra de Heroísmo, Cidade Velha, Porto, Guimarães e Granada. Então, dos 8 pontos que nos foi apresentado, identificamos, as nossas cidades identificaram com o ponto 1 e o ponto 8. Em relação à justificação para o ponto 1, que tem a ver com apoiar, assessorar e incentivar os proprietários, que também, no nosso caso, proprietários é substituído por residentes, porque proprietário qualquer um pode ter, mas quem sofre ou quem ganha, efetivamente, é quem vive na cidade. Então, como justificação para o ponto 1, identificamos a inclusão dos residentes, porque de nada abona deixar que cada um faça a sua maneira, sabendo que é uma cidade que tem normas. Então, o poder... quem gere o sítio tem esta missão de apoiar e acompanhar nos trabalhos das suas casas, já que o objetivo é comum, não perder a caracterização, a identidade da cidade em si. Também identificamos atribuir responsabilidades aos residentes para a recuperação de acordo com as regras da cidade. Sabemos que cada cidade tem um plano de gestão, tem um plano de salvaguarda, tem o Código de Postura Municipal, entre outros planos. Então, há que dar a conhecer e fazer a divisão de responsabilidades em renovar a sua habitação.
Também, apoiar, assessorar e incentivar, para nós, são conceitos que devem ser adequados às dinâmicas do processo de cada cidade ao longo do tempo. Claro, sem perder foco que estamos numa cidade património mundial. Mas as pessoas vão mudando, também as motivações vão mudando e temos de estar preparados para adaptar, claro, sem perder o foco. Para o ponto 8, adequar a oferta aos equipamentos, serviços e vivendas de acordo com as necessidades da população. Aqui nós identificamos o seguinte: o centro histórico não pode ser entendido isoladamente em relação à restante cidade e território. Por exemplo, no caso da Cidade Velha, a sede administrativa fica em Cidade Velha, mas as outras localidades têm de vir à Cidade Velha e também Cidade Velha depende das outras localidades. Então, há que haver uma sinergia e não gerir só para o sítio em si, mas para o bem comum dos visitantes do município. Criar funções urbanas que respondem às necessidades básicas da população, que tem a ver com a acessibilidade, com a saúde, com a educação, com eventos. Tem que haver uma integração e não exclusão. Alguma coisa para este ponto? Não? De justificação? Ok. Em relação aos obstáculos, também é unânime que existe fracos recursos humanos especializados e financeiros para aplicar os planos de ação e gestão que nós conhecemos tão bem, mas o staff, o recurso que nós temos, tanto humano como financeiro, não são tantos que nos ajudam a dar resposta às necessidades de um sítio classificado a património mundial. Podemos ter engenheiros, podemos ter arquitetos, mas não são todas as cidades que têm expert na área de gestão ou de planear ou de fazer projetos focado para a preservação e valorização do sítio histórico em si. E também temos que estar atentos e focados na mudança de mentalidades que existe em cada cidade. A sensibilização dos residentes na preservação e valorização do sítio, ou seja, de uma forma comum, não é isoladamente, porque a tendência é cada um a ver para o seu umbigo. Eu quero ver a minha casa, eu quero ver o meu jardim, eu quero ver o meu quintal, quero ver a minha porta. E como que fica a acessibilidade para a comunidade, não é? E mais ou menos é isso. Obrigada. Muchas gracias. Thank you. I would like to invite our two observers, Mr. Brigrol and Mrs. Viagran, to reflect on what they've heard and did the English group want to share? Sorry, did the English group want to share some of their reflections? We have one or 2 minutes. Some of the main things that struck you. So we picked 4 and 8, and that's the ones. And we talked about creating a balance between residents and the tourists to make it affordable for the residents to live and to operate a business and to be in the center city. And when we talked about creating amenities for everyday life so that people would want to be there, awareness, affordability, transportation, and in demographics, because one city has an aging population. And so how do you get families back in? Thank you very much. So next I would like to invite Feliz Viagran to reflect on what she's heard of, so Feliz Viagran, City Councilor of San Antonio. What are some of the things that struck you, that you found surprising in what you heard, not just now in the working groups, but as well in the presentations that we heard from the mayors in the morning, that you'd like to share with the rest of the group?
Thank you. I think one thing my reaction is the work put into this by this group here, by the presenters, gives me hope because it means that there are solutions out there. How are we going to reach these solutions? Definitely takes a group like this. I heard a lot of common themes. Point number one, support the residents. That was the other thing. You were like, let's get the homeowner out of it, and we need to talk about the actual residents living there. The other one was number 4, make it more difficult. That speculation that's going on, it seems to be something that we are all seeing in the World Heritage Sites. And the number 8, on adapting the supply, not only the grocery stores. When we talk about adapting the supply of amenities, yes, we need grocery stores, we need schools, we need childcare, but we also need those businesses and industries that can do the restoration work that we need. And how do we, and myself as an elected official, go out and look for those businesses, go out and look for those schools that are going to teach those skills that we need here. Your needs in some of your cities, because they're much older than San Antonio and the missions that we have, even go beyond. And what can we do to create a program where if they learn a skill in the United States or in another country, that they can find a way to live and work in the cities where there is work, because the restoration is there. So it was, I was surprised, I'm encouraged, but I think that there's a lot of work to be done, and it only happens when we communicate like this, and we get our elected officials here to understand. And I know there's others sitting in the crowd where we can take it in and come with factual information that this is what is needed globally. Thank you. Thank you very much. J'aimerais maintenant passer la parole à notre autre observateur, M. Brugerol, vice-président du CIVI. Donc, si vous pouvez nous partager quelques mots d'étonnement sur ce que vous avez entendu, autant dans les discussions ici que ce matin dans les présentations. Tout d'abord, j'ai été étonné par la qualité de l'engagement des personnes dans leur dossier. Ensuite, je pense qu'il y a une grande diversité de cas. Il y a toujours avec le tourisme qui focalise, mais qu'on a des... Donc, cette diversité amène à des solutions qui sont certainement au cas par cas pour chaque commune. J'ai trouvé extrêmement intéressant le brassage d'idées et les échanges, et la volonté d'avoir une approche positive aussi, en mettant l'homme dans le système, la personne qui habite la ville, qui la fait vivre. Parce qu'il n'y a pas de patrimoine s'il ne vit pas. S'il n'y a plus personne, il n'y a plus de patrimoine. Donc c'est par les hommes que le patrimoine vit, et le patrimoine est vivant. Et donc tout ça, je l'ai perçu dans... Je vais peut-être vous dire des évidences, mais je l'ai perçu dans tous vos... J'ai également perçu l'importance de la collectivité, du rôle des élus et des structures qui doivent porter le projet. Et qu'est-ce que j'ai noté aussi? J'ai noté aussi la différence culturelle, un peu anecdotique, avec les anglo-saxons qui ont barré la ligne, je crois que c'est 3. Voilà, la notion de ne pas aller jusqu'à l'expropriation, la limite que le bien privé est vu. Et donc, là-dessus, j'aurais un commentaire, c'est que le patrimoine, c'est un bien commun. Et le bien commun est au-dessus des biens privés. C'est un intérêt collectif. Cet intérêt collectif, c'est lui qui nous guide. Il est au-dessus de l'intérêt. Et si on veut franchir le pas, il faut que le regard de chacun soit dans cet intérêt collectif, dans cet intérêt commun. Après, je ne veux pas vous prendre trop longtemps la parole, qu'est-ce que j'avais noté, mais il y aura un autre temps de parole après, je ne sais plus. Non. Oui. Bon. Voilà. Bon. Après, je voudrais recentrer aussi sur la notion de patrimoine, parce que vous avez tous, ça c'est mon approche ICOMOS, CIVI, vous avez tous des villes qui sont patrimoine mondial. Et cette notion de patrimoine, elle est définie par ce qu'on appelle une valeur universelle, exceptionnelle. Mais pour moi, cette valeur universelle, exceptionnelle,
elle est intéressante parce qu'elle donne, comme le disait Prosper, elle donne un récit. Mais au-delà de cette valeur universelle, ce qui est important, et quand on regarde la déclaration de Nara, c'est les valeurs locales, c'est-à-dire la compréhension que l'on peut avoir de ce qui fait l'authenticité, qui en fait devient locale et non pas au niveau international. Et le croisement des valeurs locales avec les valeurs universelles permet d'ouvrir. Et pour moi, le récit fédère, le récit de la valeur universelle, mais cette valeur, elle doit s'agréger avec toutes les valeurs locales qui font vivre. Parce que le principe, c'est que c'est la population, et y compris le patrimoine immatériel, qui vont alimenter la démarche. Et également, dans la lecture du patrimoine, souvent on a tel témoignage, mais en fait, on est dans un territoire au croisement des données de nature et culture, où nature et culture font corps. Or, dans beaucoup de nos systèmes administratifs, on sépare les approches culturelles et naturelles. Et ça, c'est une difficulté qu'il faut franchir, comme vous avez parlé de créer un bureau qui aide ou qui reçoive ou qui permette de comprendre, de partager cette vision. Il faut qu'on passe cette barrière de nature et culture qui ne font qu'un et qui sont intimement. Et d'ailleurs, tous ces événements, tous ces risques que l'on voit venir nous le rappellent. Après, on est dans des villes, donc on est dans une histoire, dans une continuité. Et ce qui est important c'est que cette continuité, ce patrimoine, ce qui est important, c'est que pour qu'il vive, il faut qu'il soit mis en projet. Donc, mais je pense que vous avez évoqué le projet de patrimoine. Le projet de patrimoine qui introduit une notion ouverte. Et je me rappelle de l'expertise dernière avec Harouk Guimaraes, où la première protection, c'était le centre historique, qui a été étendu à la zone des cuirs, avec la notion de patrimoine industriel qui est récente. Et donc cela permet de toucher des personnes qui ont vécu une histoire et qui participent de ce patrimoine. Et ça, c'est extrêmement important, que les gens soient impliqués, parce que la ville, on retrouve la mémoire, l'histoire de la ville est inscrite dans le terrain, dans le site, avec la morphogénèse, enfin ce qui a la formation de la ville, mais également dans la mémoire, dans le vécu des populations. Et ça, c'est extrêmement important, je crois. Et donc voilà. Donc moi, j'aimerais aussi qu'on rappelle cette notion de patrimoine avec une vision ouverte et holistique du grand paysage dans un territoire, avec l'établissement urbain, l'urbanisme, la composition urbaine, dans laquelle il y a effectivement une partie d'urbanisme végétal, et également cette stratigraphie, ce collage d'architecture qu'on retrouve dans toutes nos villes historiques, avec des époques qui sont les unes à côté des autres. Et donc, moi, ce que je retiens, mon métier, c'est architecte. Notre travail, c'est faire une synthèse de toutes ces choses un peu compliquées. Et donc, je retiens des choses qui sont très, très importantes, c'est créer des liens et donner du sens, révéler ce qui fait la valeur, à la fois pour les personnes et à travers le patrimoine. Je ne veux pas être trop long, je veux pas. Puis c'est vraiment des idées qui sont venues. Merci beaucoup. Vraiment très apprécié les réflexions de tous les groupes. C'est vraiment très riche. Oui. Alors, la dernière notion, c'est que actuellement, on a une approche où on parle d'un écosystème patrimonial. C'est-à-dire que le patrimoine est dans un système avec une écologie et avec une population qui vit dans un milieu. Et cette notion d'écosystème, elle est intéressante parce qu'elle globalise les questions. Voilà. Parfait. Donc, je vous rappelle, le temps pour l'atelier est terminé. Nous allons passer... Est-ce que c'est par rapport à l'organisation? Donc, je vous informe que nous allons passer pour le déjeuner. Puis, je vous rappelle, pour chacune de vos délégations, vous avez un droit de vote pour les membres du CA. Donc, le vote se tiendra au patio blanc ici à partir d'1h30 et jusqu'à 2h30 précises. Donc, il n'y aura pas d'extension. Ça va fermer à 2h30. Donc, n'oubliez pas, chacune de vos délégations, le ou la chef de délégation, d'aller voter pour les membres du CA.
Donc, c'est tout. Nous allons ramasser les affiches où vous avez pris des notes. Et je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve à 2h30 pour la suite du symposium cet après-midi.